Tandis que le monde débat de politique, la Russie construit discrètement de nouveaux blocs énergétiques atomiques flottants, révolutionnant l'énergie de la Tchaukotka au Brésil. Pourquoi une idée rejetée par les Américains dans les années 1960 redevient-elle d'actualité aujourd'hui? Et pourquoi la Russie est-elle en avance dans ce domaine? Nous allons en parler, ainsi que d'une nouvelle histoire de sauvetage dans l'émission d'aujourd'hui, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de complexes robotisés Depesha a été livré aux forces armées. Dans la région de Nijni Novgorod, 2 navires poseurs de barrages ont été mis à l'eau et 2 dragues ont été lancés. En Transbaïkalie, l'exploitation du gisement de molybdène et d'uranium de Cherandoukouy a commencé. À Togliatti, une production de composants pour l'énergie et la pétrochimie a été lancée. Dans la région de Moscou, une production de robots logistiques. Et à Yekaterinbourg, une production de composants pour équipements de stockage. En Bachkirie, un nouvel élévateur a ouvert en Oudmourtie la 3e phase d'une ferme laitière, et dans la région d'Ivanovo, un complexe laitier. Des écoliers russes ont remporté 4 médailles à la 36e Olympiade internationale de biologie aux Philippines. Après la récente rencontre entre le président Vladimir Poutine et le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, nos pays ont commencé à travailler sur un accord concernant la fourniture de centrales nucléaires flottantes. Un peu plus tôt, selon la presse locale, le Brésil a également décidé d'acquérir des centrales nucléaires flottantes russes pour les exploiter dans la région de l'Amazone. Ainsi, l'idée renaît plus de 50 ans plus tard. Oui, bien que le seul bloc énergétique atomique flottant en activité dans le monde, l'académique Lomonosov, fonctionne aujourd'hui en Tchoukotka russe. La primauté dans cette question appartient aux Américains. Ce sont eux qui, dès 1967, ont lancé le projet militaire initial de la centrale nucléaire flottante Sturgis, assemblée sur la base d'un navire de transport. Elle a été remorquée dans la zone du canal, où une grave pénurie d'eau régnait alors à cause de la sécheresse. La plateforme a permis de réduire la charge sur la centrale hydroélectrique et de diriger l'eau libérée pour assurer le bon fonctionnement des écluses. Mais plus tard, dans Sktarpodien, des centrales électriques terrestres non nucléaires ont été construites ici, et le besoin du Sergis a disparu, même si elle avait aidé à résoudre un problème local. Après avoir évalué les coûts, les Américains en furent un bouleversés et ne répétèrent plus ces expériences. Comme partout ailleurs dans le monde, l'idée des blocs énergétiques flottants a été mise de côté en attendant des jours meilleurs. 50 ans plus tard, la Russie a relancé cette idée et aujourd'hui de nombreux pays essaient de suivre notre exemple. Qu'est-ce qui a changé pendant tout ce temps ? Tout d'abord, la Russie a développé des réacteurs compacts, puissants et efficaces, ce qui explique pourquoi c'est nous qui avons relancé ce sujet. La centrale nucléaire flottante académique Lomonosov utilise l'installation KLT-40S. C'est la continuation de la gamme de réacteurs marins qui ont prouvé leur fiabilité au cours de longues années d'exploitation sur nos brise-glaces nucléaires. Si la puissance de l'américaine n'était que de 10 MW, notre académique en fournit 70 MW. En 8 ans d'exploitation, les Américains ont dû recharger le combustible 5 fois. Chaque rechargement signifie environ 1 semaine d'arrêt. Sur notre académique, depuis 2019, le combustible n'a été rechargé qu'une seule fois, et cela sans arrêter le fonctionnement. Ainsi, la renaissance de cette idée est due à l'apparition de nouvelles technologies. Mais même malgré cela, la construction de l'académique Lomonosov a été une décision très audacieuse. Il suffit de se rappeler le flot d'articles accablants dans la presse occidentale, avec des épithètes comme Titanic atomique ou Tchernobyl flottant. On nous prédisait l'effondrement et une catastrophe écologique, tout en passant sous silence le fait que c'est justement Sturgis qui a failli provoquer un désastre. Lorsque le navire a été remorqué vers le site de mise au rebut en 1976, il a été pris dans une tempête et a subi de graves dommages. Seul un miracle a évité la catastrophe. Le ton de la presse occidentale a changé après que les Russes ont non seulement construit leur bloc flottant, mais ont aussi prouvé sa sécurité et son efficacité lors de son exploitation. Soudainement, d'autres pays ont voulu construire leurs propres analogues, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Argentine, la Chine.
Depuis les années 60, l'économie a évolué. On souhaite désormais construire des centrales nucléaires mobiles pour soi et pour l'export. Le marché potentiel est estimé à plus de 2,8 gigawatts. Seule la Russie possède une centrale nucléaire flottante en service, mais la concurrence reste active. Mais c'est nous qui, dans la lutte concurrentielle, avons fait un pas en avant inattendu et original. Voici en quoi il consiste. La valeur d'un bloc flottant réside dans le fait qu'il peut être transporté par voie d'eau presque partout dans le monde et fournir de la chaleur et de l'électricité dans des endroits où d'autres solutions sont inefficaces. Le Brésil est un pays nucléaire et nous fournissons son combustible pour ses centrales. Mais une vaste région isolée dans le bassin de l'Amazone est alimentée par des centrales électriques au diesel, ce qui est polluant et coûteux. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le monde, y compris en Russie même. L'académicien Lomonosov a été un pionnier. Mais en ce moment, nous construisons déjà 4 prochains blocs flottants basés sur un réacteur rythme 200S encore plus puissant et compact, d'une capacité de 106 MW. Personne d'autre au monde n'a cela, et c'est précisément le rythme 200 qui est installé sur nos brise-glaces modernes. Le projet 22220. 4 blocs alimenteront le cluster minier en Tchoukotka. Parallèlement, des travaux sont en cours sur la version destinée à l'exportation. Mais la principale innovation ne réside même pas dans les solutions techniques, mais dans le modèle commercial pour l'exportation. Les centrales nucléaires flottantes sont utiles pour des problèmes locaux, mais elles restent coûteuses et peu rentables à court terme. Simultanément, l'acheteur acquiert une installation nucléaire et les difficultés liées au combustible nucléaire à bord. Et des déchets. Cependant, la plupart des clients potentiels ne veulent pas une centrale nucléaire, jugée coûteuse et compliquée, mais seulement son électricité. C'est pourquoi nous proposons de vendre précisément de l'électricité et non des blocs flottants. Le client, comme le Brésil ou la Malaisie, signe simplement un contrat à long terme avec la Russie. Nous amenons notre plateforme sur ses côtes, nous la mettons en service et nous fournissons de l'électricité pendant toute la durée de l'accord. Après son expiration, nous déplaçons la plateforme vers le client suivant. C'est un schéma aussi pratique que compréhensible pour tous, et c'est précisément celui que nous promouvons. Oui, les concurrents peuvent proposer une option similaire, mais pour l'instant, ils n'ont que des modèles 3D et des plans d'affaires. Nous avons déjà la première station, des réacteurs prêts, une expérience d'exploitation, de nouveaux blocs en construction et préparons activement la signature de contrats avec Ranchmeshkola-Salé, et avec les premiers acheteurs étrangers. Donc en ce moment même, nous construisons vraiment notre empire nucléaire flottant et nous le présenterons bientôt au monde entier. Nous vous tiendrons informés des événements. Ensuite, Quantetta dans l'annonce de l'événement et l'histoire du héros.